Mon point de vue, c'est que la Chine a 10 ans d'avance sur le reste du monde dans tout ce qui est social commerce. Et chaque fois que je dis ça, les gens sont assez étonnés parce qu'ils pensent toujours que la Silicon Valley, que l'Europe est encore leader sur les nouvelles technologies et que la Chine, c'est un pays qui fait de la production à bas prix et pas beaucoup plus. Et en fait, lorsque je cherche l'inspiration, je ne regarde plus vers les États-Unis mais vers la Chine. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jérémy Odana, qui est cofondateur du Jumia, qui est l'Amazon africain. Et de plus en plus, l'Afrique va regarder vers la Chine pour son développement. D'abord, une petite mise en contexte. Weibo, qui est l'équivalent de Twitter, on dira, c'est 176 millions d'utilisateurs actifs. Weixin, c'est 550 millions d'utilisateurs actifs. Et Weixin, il y a 3 ans, ça n'existait pas. La Chine a dépassé les US en e-commerce en 2013, avec 280 milliards d'US de transactions. Et en 2014, c'est 514 milliards d'US de transactions. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, McKinsey avait fait une prévision sur quand est-ce que la Chine dépasserait les États-Unis, et ils avaient dit 2017. Ils l'ont fait en 2012. En 2013, c'était fait. Toutes les statistiques sur le développement de la Chine ont sous-estimé la rapidité avec laquelle ce pays a été capable de se développer et de construire et de se transformer. Guang Zhongjie, en 2014, Guang Zhongjie, c'est Singles Day. Alibaba a inventé de dire on va faire un jour pour les célibataires, il y a Valentine, il n'y a pas de raison que les célibataires n'aient pas leur jour. Et ils ont fait un jour de promotion sur tous les sites d'Alibaba, une promotion spéciale pour 24 heures. En 2014, sur Taobao, ça a été 500 millions de visiteurs uniques sur 24 heures. C'est 9,3 milliards de dollars US qui ont été échangés. C'est 10 fois American Cyber Monday. C'est 278 millions de commandes qui ont été livrées en 24 heures. Et 49% ont été placés sur des mobiles. Il y a plus de pages à l'heure actuelle sur Internet en chinois que ce qu'il y en a en anglais. Les médias sociaux, c'est une petite composante de l'activité marketing en Occident. C'est l'épine dorsale de tout engagement de marque en Chine. Et cette réalité chinoise deviendra un jour une réalité dans le reste du monde. Et pourquoi c'est vrai en Chine et c'est pas encore vrai en Occident? Parce qu'en Occident, les gens sur les médias sociaux ont en moyenne moins de 25 ans. Et les consommateurs qui ont de l'argent à dépenser ont en moyenne plus de 55 ans. Et donc, l'intersection entre les médias sociaux et les consommateurs est assez faible. D'où la difficulté que Facebook a à monétiser. Mais si je prends la Chine, la population sur les médias sociaux a plus de 25 ans. Elle est entre 25 et 40 ans. Et les gens qui ont de l'argent en Chine à dépenser sont beaucoup plus jeunes qu'en Occident. Ils ont en moyenne 35 ans. Non seulement il y a une parfaite adéquation entre les réseaux sociaux et les acheteurs, mais ils sont super connectés sur leur portable. Sur 640 millions d'utilisateurs d'Internet, 76% utilisent Internet mobile. Il y a plus de gens qui surfent Internet à partir d'un mobile qu'à partir d'un ordinateur. Et l'ordinateur n'est pas et ne sera jamais un instrument essentiel pour les Chinois. Ils sont passés directement de rien au mobile. Ils ne passeront pas par la carte de crédit, qui a une très faible pénétration en Chine. Et comme l'a très bien présenté Alipay, c'est le mobile qui va devenir la carte de paiement. Ils sont super connectés socialement. 95% d'utilisateurs d'Internet sont sur WeChat. Je répète encore, il y a 3 ans, ils n'existaient pas, WeChat. Et 69% utilisent WeChat, Weixin en chinois, tous les jours. Et la dernière statistique, c'est qu'en moyenne, un Chinois lit 2 fois par jour 40 minutes sur WeChat. Donc c'est un réseau social, c'est une plateforme de lecture, c'est une plateforme d'entertainment, c'est une plateforme de social commerce. Ils sont super connectés aux marques. 69% font confiance aux produits recommandés sur les réseaux sociaux. Et 52% utilisent des applications de distributeurs lorsqu'ils font leurs courses. Et 55% surfent sur différents réseaux lorsqu'ils sont en train d'acheter. Ils sont des massifs créateurs de contenu. 85% des Chinois sur les réseaux sociaux sont créateurs ou organisateurs de contenu. Si je prends les États-Unis à côté, le chiffre est de 25%. Et 70% des utilisateurs en ligne
postent des critiques, des recommandations ou des avis tous les mois, alors que c'est simplement 20% aux États-Unis. Pourquoi tout ça? En fait, il y a une différence fondamentale, c'est que l'utilisation du réseau social a une origine qui est fondamentalement différente en Occident et en Chine. En Occident, ce sont des jeunes diplômés pour rester en contact avec des camarades de classe. En Chine, pas du tout. L'émergence des réseaux sociaux a permis à l'ensemble d'une population, avec l'enfant unique, dans un pays énorme, dans lequel les liens sociaux étaient distendus, dans lequel il n'y avait aucune confiance, ni dans le gouvernement, ni dans les institutions, ni dans les médias, ni dans les marques, ça a permis à cette population énorme de prendre une partie du contrôle, de prendre une partie du pouvoir à travers les réseaux sociaux et de dire maintenant, on va pouvoir se parler entre nous directement, on va pouvoir prendre des décisions directement et on n'aura plus à se fier à de la propagande ou à ce qu'on essaye de nous raconter, les marques. C'est un écosystème unique. C'est pas Pinterest, c'est Milchpo. C'est pas Google, c'est Baidu. C'est pas Twitter, c'est Weibo. C'est pas Amazon, c'est Tmall. Et d'ailleurs, Alibaba, c'est pas comparable à Amazon. Alibaba, c'est beaucoup plus qu'Amazon. C'est une partie d'Alibaba, Tmall, qui est comparable à Amazon. C'est pas YouTube, c'est Youko. C'est pas WhatsApp, c'est WeChat. C'est pas eBay, c'est Taobao.com, qui est la plateforme de C2C. C'est pas Messenger, c'est QQ. C'est pas Facebook, c'est RunRun. Et je peux continuer comme ça, il y a des équivalents sur tout. Les mauvaises langues disent que c'est parce que le gouvernement chinois et les Chinois protègent l'industrie et empêchent les compagnies occidentales de venir s'installer en Chine, ce qui est absolument faux. La raison pour laquelle ce sont des players chinois, c'est parce que dans tous ces domaines, ils ont été capables d'apporter des fonctionnalités et un service qui était supérieur à l'original américain. Et l'exemple le meilleur pour ça, et je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais eBay, en 2003, avait 80% de part de marché de l'e-commerce en Chine. En 3 ans, Jack Ma, à partir de sa chambre d'appartement de Hangzhou, a renversé le géant eBay et les a sortis du marché. Maintenant, eBay représente presque plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une arrogance sur les plateformes technologiques, sur la façon de consommer, sur la façon de s'adresser aux gens, qui a dit, puisque ça marche aux États-Unis, ça va marcher en Chine, et en fait, ça n'était pas le cas. Donc, toutes ces plateformes chinoises sont là où elles sont, parce qu'elles ont apporté un service qui était supplémentaire. Je vais aller très vite là-dessus, parce que la présentation a été faite. L'e-commerce en Chine, c'est Alibaba. Alibaba, c'est 80% du C2C plus du B2C, c'est 95% du C2C et 57% du B2C. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le B2C est en train de prendre le pas. Pour la première fois cette année, le B2C a gagné sur le C2C. Ce qui est de très intéressant, et j'ai beaucoup aimé la présentation qui a été faite précédemment, le principe de la Chine et leur force, et ce qu'ils vont amener à l'Occident, c'est de rendre possible et de rendre l'accès au monde à des petites entreprises. Et en fait, la force de l'économie chinoise, elle n'est pas sur les grandes marques. D'ailleurs, on dit toujours, il n'y a pas de marque mondiale chinoise, très peu, on parle de Huawei, de Haier, on peut en citer 4 comme ça, mais c'est tout. Mais parce que l'économie chinoise est fondée sur la petite entreprise. Et en fait, dans l'économie à venir, l'Occident va se régénérer en donnant beaucoup plus de place aux petites entreprises plutôt que de les étouffer à travers des systèmes qui sont construits pour les grandes entreprises. L'effet C2C, ça a été un défi de confiance. Et tout le succès d'Alibaba, qui a été de mettre le consommateur au centre de tout, c'est justement ce défi de confiance, parce que les Chinois n'avaient confiance en rien, ni aux marques. Il y avait énormément de faux qui étaient vendus d'ailleurs sur Taobao. Et pour arriver à ce que les marques puissent s'installer, et pour arriver à faire en sorte que les gens aient confiance quand ils achetaient en e-commerce, ce que Alibaba a créé, c'est des systèmes de notation qui permettaient aux consommateurs eux-mêmes de noter les marques. Et donc, il y a ce qu'on appelle un Dynamic Store Rating, et il y a 3 critères. Il y a l'exactitude de la description de produit, il y a la qualité du service, et il y a la vitesse de livraison. Et tous les magasins en ligne sur la place de marché de Tmall et de Taobao, parce que ce sont des places de marché, c'est là où c'est difficile de les comparer à Amazon. Amazon, c'est un supermarché, plus qu'une place de marché. Tous les consommateurs peuvent voter. Et si un magasin, une marque, a une mauvaise note, il descend
dans le search ranking, il descend dans la capacité à utiliser des moyens marketing pour promouvoir ses produits, et donc ça donne un effet d'accélération des magasins et des marques qui ont une vérité de produit, une vérité de service, une vérité de livraison, et ceux qui ne sont pas au point, ça les descend dans le système. Et donc ça pousse toutes les marques, d'ailleurs ça fait très peur aux marques occidentales, parce que ça les pousse à chaque fois à dépasser les attentes consommateurs. Mais chaque fois le consommateur est au centre de tout. Alors, petite remarque sur les codes visuels, c'est pas faut s'affoler si vous voyez la bourse de Hong Kong ou de Shanghai, rouge c'est bien, vert c'est pas bien. Donc ça c'est une différence fondamentale. Mise en place d'un service en ligne, standard. La messagerie plus que l'email. L'email, je me souviens la première fois que je suis arrivé en Chine, je remarquais que les gens dans l'entreprise, pour communiquer entre eux, ils s'envoyaient des dossiers à travers QQ Messenger. Ils n'utilisaient pas leur email. Alors on peut toujours faire des protections absolument insensées et des firewalls. Les Chinois ne fonctionnent qu'en messaging. C'est l'instantané, c'est le chat. Le service client, donc, c'est par chat et c'est en direct. C'est 12 heures par jour en moyenne, c'est 24 heures sur 24 pendant les promotions, et c'est pré-vente et après-vente, avec un outil de chat qui est intégré à la plateforme. C'est une mise en place d'un standard en paiement et livraison. Aux États-Unis, c'est 6 $ pour 1 kilo et c'est entre 48 et 72 heures. En Chine, c'est 1 $ pour 1 kilo et c'est entre 12 et 48 heures. Et comme j'ai dit précédemment, le jour de la promotion, c'est 278 millions de colis qui ont été livrés en 24 heures. En logistique, ils sont très très bons. C'est la mise en place d'un standard social, parce qu'on parle de social commerce. Pour mettre le consommateur au centre des plateformes, il faut leur donner la parole, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils partagent ce qu'ils achètent, les commerçants exposent leurs produits, et c'est beaucoup plus que du texte, parce que c'est des photos, des petites vidéos, donc on peut faire des véritables montages pour expliquer quelle est la véritable expérience produit qu'on a eue. Ça peut être extraordinaire, si l'expérience a été bonne, ça peut être dévastateur quand les gens postent des petites vidéos qui montrent un total failure de ce qu'ils ont acheté. Les Occidentaux achètent pour tuer le temps et les Chinois, non c'est l'inverse. Les Occidentaux achètent en ligne pour gagner du temps et les Chinois pour tuer le temps. Le commerce, acheter, c'est un plaisir. Les plateformes de social commerce en Chine, c'est des plateformes d'entertainment. Et plus ça va, plus ils construisent cette notion de plaisir et non pas simplement d'utilitarisme. Deuxième exemple, après Alibaba, c'est Melisho. Melisho, c'est intéressant parce que c'est comme une plateforme comme Pinterest, où les gens postent ce qu'ils aiment, c'est surtout dans le fashion, c'est une plateforme féminine, mais tout est achetable, pratiquement tout est achetable. Tout est achetable, ce que sur un mobile ou sur un PC. Et ce qu'ils ont fait, il y a une espèce de fusion entre... il n'y a pas de ligne stricte entre le professionnel et le personnel. C'est-à-dire que les personnes qui postent des idées, ce qu'ils aiment, etc., et qui ont beaucoup de followers, et que les gens suivent énormément, la plateforme les repère et leur dit « Ah, vous êtes un VIP, donc ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir une visibilité sur le site, c'est d'être intégré à nos campagnes de pub, et on va vous partager les revenus de ce que vous aidez à vendre, puisque c'est vous qui postez les choses. » Et donc, on transforme les gens qui ont le plus d'influence en participant à la plateforme. Alors, Weixin, le plus extraordinaire. Les messageries, au départ c'est une messagerie, ensuite c'est une plateforme de lifestyle, et ensuite c'est une plateforme de social mobile commerce. En 3 ans, c'est devenu un concurrent d'Alibaba, parce qu'ils ont investi dans le commerce à partir d'une boîte de messagerie. C'est un changement permanent, et sous féroce et soudaine compétition. Alibaba et Tencent, il y a 3 ans, c'était 2 groupes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a un qui était dans les services et dans le gaming, et l'autre qui était dans le e-commerce. En l'espace de 3 ans, les deux, un venant de l'e-commerce, l'autre venant des réseaux sociaux, se sont rencontrés et sont en clash maintenant direct sur ce qu'on appelle le social commerce. Et ça transforme le paysage. Donc Alibaba a pris 18% de Weibo pour avoir accès à la puissance d'un média social. Tencent a pris 15% de Jingdong, qui devient la plateforme opérationnelle de ces opérations d'e-commerce, qui inclut Yixun, place de marché, Papai et la capitalisation d'Alibaba. Bon, elle a pris 30% depuis ce départ. Je ne vais pas réinsister là-dessus.
Le mobile en fer de lance, je crois que ça a été suffisamment explicité par les présentateurs précédents. Juste un point sur la révolution bancaire. Et je suis ravi que Pierre ait eu ce prix pour la France, mais ce qui est extraordinaire avec la Chine, c'est la puissance à travers leur taille. Baidu, Alibaba et Tencent ont obtenu une licence du gouvernement pour distribuer des services financiers. Ils peuvent offrir des produits d'épargne, des prêts à la consommation, assurance et notes de paiement. En février 2014, 81 millions de Chinois avaient souscrit au marché monétaire d'Alibaba, Yuebo, dont on a parlé un peu plus tôt. C'est le trésor oublié. Le fonds en juillet 2014 avait 92 milliards de dollars de capital. Ça en fait le plus grand fonds monétaire chinois, mais ça en fait le plus grand fonds monétaire, le 4e fonds monétaire au monde. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que les banques ont hurlé en disant mais ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils sont en train de révolutionner notre marché. Et le gouvernement chinois, qui est déterminé à transformer l'économie à travers le digital, et qui a dit ben, finalement ça ne représente que 2% de la masse monétaire chinoise, donc je ne vais pas prendre de risques colossaux en titillant un peu les banques qui sont très en retard et en permettant à ces acteurs de distribuer ces produits. C'est intéressant de mettre ça en parallèle avec ce qui est en train de se passer dans le transport en France. L'innovation en Chine, c'est vitesse, échelle, solution produit. Et les 3 ingrédients clés au développement de l'innovation, c'est le capital, l'intelligence et la contrainte. Et les Chinois ne manquent ni de l'un ni de l'autre. Donc la Chine a 10 ans d'avance, les internautes dans leur comportement social, les réseaux sociaux dans leur modèle et leur audience, la distribution en développement commerce social et les plateformes dans l'expansion de leurs services. Voilà. Merci pour votre attention.